Avez-vous déjà imaginé qu'une mère puisse passer 11 ans à vivre à quelques mètres de ses enfants, sans qu'ils sachent qu'elle existe? En 1931, dans un petit village au bord de la Loire, une jeune servante nommée Lucienne Morel perdit tout ce qu'elle aimait, ses jumelles, prises par ses employeurs sous prétexte d'un meilleur avenir. Mais des années plus tard, pendant la guerre, quelque chose d'inattendu se produisit devant le portail de cette même maison. Quelque chose que le vent allait porter à travers les générations. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de faits et d'émotions qui auraient non pu être réelles. Une histoire sur la douleur, la perte et l'amour maternel qui défie le temps. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Chaque histoire ici porte un fragment de notre humanité, et celle de Lucienne Morel, vous le verrez, touche au cœur de ce que signifie aimer sans rien attendre en retour. Cette photographie a été retrouvée en 1961 dans une boîte poussiéreuse, au fond d'un grenier abandonné. Une femme en fichu, les mains tremblantes, debout devant un portail en fer forgé. Au dos, une phrase écrite d'une main incertaine. Elles m'ont été prises, mais le vent portera encore mon nom. Cette femme s'appelait Lucienne Morel. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi elle souriait sur cette photo, alors qu'elle savait qu'elle ne reverrait jamais ses filles. Ceci est l'histoire d'une mère qui a perdu tout ce qu'elle aimait, mais dont l'amour a survécu au temps lui-même. La photographie a été découverte par hasard lors du déménagement de la propriété Delorme à Saint-Clair-sur-Loire. Le jardinier qui l'avait prise en 1942, Jules Marchand, était mort depuis 3 ans. Mais dans son journal intime retrouvé en 1980, il avait écrit une phrase troublante. « J'ai photographié cette femme devant le portail parce que quelque chose dans ce moment semblait important. Je ne savais pas encore à quel point j'avais raison. Regardez bien le visage de cette femme. Les rides profondes autour de ses yeux. Les mains rougies par des années de lavage. Elle avait 35 ans quand cette photo a été prise, mais elle en paraissait 15 de plus. Parce que la douleur vieillit plus vite que le temps. Et Lucienne Morel portait en elle une douleur qui aurait brisé n'importe qui d'autre. Mais il y a quelque chose d'étrange dans cette photographie. Un détail que personne n'a remarqué pendant des années. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'elle ne regarde pas l'objectif. Elle regarde à travers le portail, vers 2 jeunes filles qui jouent dans le jardin. Et si vous observez encore plus attentivement, vous verrez une larme sur sa joue. Une seule larme. Parce qu'après 11 ans d'attente, Lucienne venait de voir quelque chose qu'elle croyait impossible. Ses filles. Vivantes, grandes, belles, mais de l'autre côté d'un portail qu'elle ne pourrait jamais franchir. Pour comprendre comment Lucienne en est arrivée là, il faut remonter à 1931. La France rurale était dévastée par la Grande Dépression. Les journaux de l'époque relataient un taux de chômage de 25% dans la région du Loir. Les familles paysannes travaillaient pour de la nourriture et un toit. Rien de plus. Et Lucienne Morel, 24 ans, veuve depuis 4 ans, faisait partie de ces familles. Son mari, Pierre Morel, était mort en 1927 au Maroc, où l'armée française l'avait envoyé. Les registres de décès des archives municipales de Tours confirment sa mort en service. Lucienne s'était retrouvée seule avec 2 petites filles de quelques mois. Des jumelles. Élise et Blanche. 2 anges aux yeux clairs et aux cheveux blonds qui ressemblaient à des poupées de porcelaine. Pour survivre, Lucienne avait accepté un poste de domestique chez la famille Delorme. Une des familles les plus influentes de Saint-Clair-sur-Loire. Monsieur Henri Delorme était un politicien local respecté, un homme qui savait sourire en public et mentir en privé. Sa femme, Madame Delorme, était une femme rigide, austère, qui portait son infertilité comme une croix invisible. Lucienne travaillait depuis l'aube jusqu'à la nuit. Elle lavait, cuisinait, nettoyait. Ses mains devenaient rouges et gercées. Ses genoux lui faisaient mal, mais elle ne se plaignait jamais. Parce qu'elle avait un toit pour ses filles, de la nourriture pour ses filles, un avenir pour ses filles. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Les jumelles grandissaient dans les cuisines de la grande maison. Élise était la plus calme, celle qui observait tout avec de grands yeux curieux. Blanche était la plus joyeuse, celle qui riait pour un rien.
Lucienne les aimait d'un amour si fort que parfois, la nuit, elle les regardait dormir et pleurait de reconnaissance. Elles étaient tout ce qu'il lui restait de Pierre, tout ce qui donnait un sens à sa vie. Mais Madame Delorme les regardait aussi. Et dans son regard, il n'y avait pas de l'amour. Il y avait de l'envie. Ces petites filles blondes et parfaites étaient exactement ce qu'elle aurait voulu avoir. Et son mari, Henri Delorme, le voyait aussi. Il voyait une opportunité, une façon de donner à sa femme ce qu'elle voulait, une façon d'améliorer leur image sociale. 2 petites orphelines recueillies par une famille généreuse. Quelle belle histoire à raconter dans les salons bourgeois. En janvier 1931, Lucienne est tombée malade. Une pneumonie sévère qui l'a clouée au lit avec une fièvre dangereuse. Les registres de l'hôpital Bretonneau à Tours montrent son admission d'urgence. Elle délirait, incapable de reconnaître qui que ce soit. Les médecins n'étaient ni pas sûrs qu'elle survive. Pendant 3 semaines, Lucienne a lutté contre la mort dans un lit d'hôpital public. 3 semaines où elle n'a pas vu ses filles. 3 semaines où Élise et Blanche sont restées à la maison Delorme, sous la garde de Madame. Et quand Lucienne est enfin revenue, encore faible, encore tremblante, elle a découvert que ses filles avaient disparu. Pas enlevées. Non, c'était plus subtil que ça. Plus légal. Les documents du cartorio de Saint-Clair montrent qu'un acte de tutelle avait été signé en mars 1931. La famille Delorme avait obtenu la garde des jumelles. Pour leur bien. Pour leur avenir. Parce qu'une mère malade et pauvre ne pouvait pas offrir une vie décente à 2 petites filles. Lucienne a supplié. Elle a pleuré. Elle a crié. Mais Monsieur Delorme lui a dit calmement, avec un sourire glacial, « Si vous insistez, Lucienne, nous serons obligés de vous faire interner. Les femmes hystériques sont soignées à l'asile de la région. Vous voulez vraiment finir là-bas ?» C'était une menace réelle. Les documents de l'époque prouvent que des centaines de femmes pauvres ont été internées de force dans des hôpitaux psychiatriques pour hystérie ou mélancolie. Une fois à l'intérieur, elles n'en sortaient presque jamais. Alors Lucienne a fait la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle est partie. Mais avant de partir, elle a fait quelque chose. Un petit geste qui allait tout changer 11 ans plus tard. Elle a pris un morceau de drap de son lit d'hôpital. Un tissu blanc simple. Et elle en a fait 2 petits rubans. Un pour Élise. Un pour Blanche. Elle les a noués dans leurs cheveux pendant qu'elle dormait, la dernière nuit avant son départ. Et elle a murmuré « Le vent ramènera toujours ce qu'on aime ». Ce que Lucienne ne savait pas, c'est que Madame Delorme laisserait les rubans. Parce qu'ils étaient blancs, délicats, parfaits pour 2 petites filles de bonne famille. Ce que Lucienne ne savait pas, c'est qu'Élise garderait ce ruban pendant 15 ans, sans savoir pourquoi, sans comprendre pourquoi elle ne voulait jamais s'en séparer. Ce que Lucienne ne savait pas, c'est que ce bout de tissu deviendrait le seul lien entre une mère et ses filles. Un lien invisible mais incassable. Elle est partie vers les rives du Loir, où d'autres femmes lavèrent le linge. Des femmes comme elle, brisées par la vie mais toujours debout. Et c'est là qu'elle a commencé sa nouvelle vie. Pas une vie, une attente. Une attente qui durerait 11 ans. Mais ce que personne ne savait, pas même Lucienne, c'est qu'un jour de 1942, le destin lui offrirait une dernière chance. Une chance de voir, une chance de parler, une chance de laisser une trace dans l'histoire. Et cette trace serait une photographie. Une simple photographie devant un portail en fer. Une photographie qui deviendrait le symbole éternel de l'amour maternel face à l'injustice du monde. Les rives du Loir en 1931 n'étaient pas un endroit romantique. C'était un lieu de survie. Chaque matin, avant le lever du soleil, une dizaine de femmes descendaient vers l'eau froide avec leurs paniers de linge. Leurs mains plongeaient dans l'eau glacée. Leur dos se courbait. Leur voix chantait parfois, pas par joie, mais pour oublier la douleur. Lucienne Morel était devenue l'une d'elles. Une femme parmi d'autres. Une ombre parmi les ombres. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Les autres lavandières le voyaient dans ses yeux. Une douleur qui allait au-delà de la pauvreté. Une douleur qui parlait de quelque chose d'arraché, pas de quelque chose de perdu.
Les entretiens menés en 1970 avec les dernières survivantes de ce groupe de lavandières confirment que Lucienne parlait peu. Mais quand elle parlait, c'était toujours de ses filles, jamais au passé, toujours au présent. Élise doit avoir 5 ans maintenant. Blanche doit aimer les fleurs. Comme si elles étaient juste parties en voyage. Comme si elles allaient revenir. Les autres femmes la protégeaient sans qu'elle le sache. Quand des hommes du village posaient des questions sur la folle qui avait perdu ses enfants, elle répondait sèchement « Lucienne Morel est la meilleure d'entre nous. Taisez-vous. » Parce qu'elle comprenait, parce que beaucoup d'entre elles avaient aussi perdu des enfants. À la maladie, à la faim, à la guerre. La seule différence, c'est que les enfants de Lucienne étaient vivants, quelque part, si près, et pourtant hors d'atteinte. Chaque dimanche, Lucienne faisait la même chose. Elle lavait le petit ruban blanc qu'elle avait gardé, le jumeau de ceux qu'elle avait laissés dans les cheveux de ses filles. Elle le suspendait pour qu'il sèche au soleil. Puis, elle le pliait soigneusement et le rangeait dans une petite boîte en fer. Son trésor, sa promesse, son lien avec Élise et Blanche. Les autres lavandières respectaient ce rituel. Personne ne posait de questions. Parce que chacune avait son propre rituel, son propre moyen de tenir. Et Lucienne tenait, jour après jour, année après année. Elle tenait parce qu'elle devait tenir, parce qu'abandonner aurait signifié que ses filles étaient vraiment perdues. Mais certains jours étaient un peu plus durs que d'autres. Les jours où elle voyait des mères avec leurs enfants au marché. Les jours où elle entendait des rires d'enfants dans les rues. Les jours où elle se demandait si Élise et Blanche se souvenaient encore de sa voix, de son odeur, de la façon dont elle les berçait pour les endormir. Ces jours-là, Lucienne devait s'arrêter de travailler, s'asseoir au bord de l'eau et pleurer, silencieusement, parce qu'elle avait appris à pleurer sans faire de bruit. Les femmes qui font du bruit quand elles pleurent sont celles qu'on enferme. Les femmes qui pleurent en silence sont celles qui survivent. Et Lucienne voulait survivre. Pas pour elle. Pour ce moment. Ce moment qu'elle savait arriverait un jour. Le moment où elle reverrait ses filles. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans la grande maison des Delorme, Élise et Blanche grandissaient dans un monde complètement différent. Le recensement de 1936 les liste comme filles adoptives de la famille Delorme. Elles portaient des robes de soie. Elles mangeaient dans de la porcelaine fine. Elles apprenaient le piano et le français correct. Mais quelque chose n'allait pas. Élise, surtout, le sentait. Elle faisait des rêves étranges. Des rêves où une femme chantait une chanson qu'elle ne connaissait pas. Une chanson douce, mélancolique, qui parlait du vent et du retour. Elle se réveillait en pleurs sans comprendre pourquoi. Blanche, elle, était plus adaptée, plus souriante, plus conforme à ce que Madame Delorme attendait. Mais même elle, parfois, touchait le petit ruban blanc dans ses cheveux et sentait quelque chose de profond, quelque chose qui ressemblait à un manque, un vide qu'aucune robe de soie ne pouvait combler. Madame Delorme les aimait à sa façon, une façon rigide, conditionnelle, perfectionniste. Elle devait être parfaite, toujours, en public surtout, parce qu'elles étaient la preuve de sa bonté, la preuve de sa générosité, les deux petites orphelines sauvées par la charité d'une grande famille. Mais la nuit, quand Madame Delorme les regardait dormir, quelque chose de sombre traversait son regard. La peur que quelqu'un découvre, la peur que Lucienne revienne, la peur que la vérité éclate, parce qu'au fond d'elle-même, Madame Delorme savait. Elle savait qu'elle n'avait pas sauvé ses petites filles, elle les avait volées. Monsieur Henri Delorme, lui, ne pensait jamais à Lucienne. Pour lui, c'était une affaire réglée, une domestique qui avait eu la chance qu'on prenne soin de ses enfants. Il continuait sa carrière politique, serrait des mains, faisait des discours sur la famille et les valeurs traditionnelles. L'ironie ne lui venait jamais à l'esprit. Les années passaient. 1932, 1933, 1934. Lucienne continuait à laver le linge au bord du Loir,
Ses mains devenaient de plus en plus abîmées. Son dos se courbait de plus en plus. Elle avait 27 ans, mais elle en paraissait 40. La douleur vieillit plus vite que le temps. En 1935, quelque chose de nouveau s'est produit. Le père Augustin, le prêtre local, a commencé à remarquer Lucienne. Pas de façon romantique, de façon humaine. Il la voyait à l'église chaque dimanche, assise au dernier rang, allumant toujours 2 bougies. Une pour Élise, une pour Blanche. Un jour, il s'est approché d'elle et lui a demandé « Pourquoi 2 bougies, Madame Morel ?» Et Lucienne a répondu simplement « Pour mes filles, pour qu'elles trouvent leur chemin de retour vers moi. » Le père Augustin connaissait l'histoire. Tout le village la connaissait. Mais il ne pouvait rien faire. Les documents légaux étaient en règle. La famille Delorme était trop puissante. Et Lucienne, elle, n'était personne. Juste une lavandière avec un rêve impossible. Mais le père Augustin a fait quelque chose. Quelque chose de petit mais significatif. Il a commencé à noter dans le registre paroissial « LM, 2 bougies », semaine après semaine, année après année. Ces registres, découverts bien plus tard, prouvent que Lucienne n'a jamais manqué un seul dimanche entre 1931 et 1944. 13 ans de bougies, 13 ans d'espoir, 13 ans de refus d'abandonner. En 1938, une opportunité s'est présentée. Sœur Marie-Thérèse, du couvent local, cherchait quelqu'un pour laver le linge des religieuses. Elle avait entendu parler de Lucienne, de son travail méticuleux, de sa discrétion, et surtout, de sa douleur silencieuse que les religieuses, elles, comprenaient. Lucienne a accepté. Le travail au couvent était plus stable, mieux payé, et surtout, il y avait quelque chose de réconfortant dans le silence des murs sacrés, comme si Dieu lui-même veillait sur son attente. Les religieuses la traitaient avec douceur. Elles ne posaient pas de questions. Elles ne jugeaient pas. Et parfois, tard le soir, sœur Marie-Thérèse s'asseyait à côté de Lucienne et disait simplement « Continuez à prier, mon enfant. Les miracles arrivent quand on s'y attend le moins. » Lucienne ne croyait pas aux miracles, mais elle croyait au temps. Et elle croyait que le temps, un jour, lui rendrait ce qui lui avait été pris. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce jour approchait. Que bientôt, le monde entier basculerait dans une guerre terrible. Que la France serait occupée. Que la mansion Delorme deviendrait une propriété ennemie. Et que dans ce chaos, dans cette destruction, une opportunité surgirait. Une opportunité de voir. Une opportunité de parler. Une opportunité de laisser une trace. Et cette trace serait immortalisée par un jardinier avec un vieil appareil photo. Un homme nommé Jules Marchand qui, ce jour-là, sentirait que quelque chose d'important était en train de se passer. Quelque chose qui méritait d'être capturé. Quelque chose qui raconterait une histoire que les mots seuls ne pourraient jamais raconter. Mais pour l'instant, en 1938, Lucienne ne savait rien de tout cela. Elle savait seulement qu'elle devait continuer. Laver. Attendre. Espérer. Parce qu'une mère n'abandonne jamais. Même quand le monde entier lui dit que c'est fini. Même quand la logique lui dit que c'est impossible. Une mère continue. Toujours. Juin 1940. Le monde que Lucienne connaissait s'est effondré en quelques semaines. L'armée allemande a déferlé sur la France comme une vague implacable. Les routes étaient remplies de réfugiés, les villes bombardées. Et Saint-Clair-sur-Loire, ce petit village qui semblait si loin de tout, s'est retrouvé en plein cœur de la zone occupée. Les registres militaires allemands confirment que la région du Loir est passée sous contrôle nazi en juin 1940. Les grandes propriétés ont été réquisitionnées pour servir de quartiers administratifs. Et la maison Delorme, avec ses 5 chambres, son grand jardin et sa position stratégique près de la route principale, était une cible évidente. Monsieur Henri Delorme a tenté de protester. Il a utilisé ses contacts politiques. Il a rappelé ses services passés. Mais rien n'y a fait. Un matin de juillet, des soldats allemands sont arrivés. Ils ont pris possession de la maison. Et la famille Delorme a été reléguée à l'aile ouest, 3 chambres seulement, comme des invités dans leur propre demeure. Madame Delorme était terrifiée. Pas pour sa maison, pas pour son confort, mais pour ses filles.
Parce qu'Élise et Blanche avaient maintenant 13 ans. Elles n'étaient plus des petites filles, elles devenaient des jeunes femmes. Et dans une maison remplie de soldats, cela représentait un danger qu'elles ne pouvaient pas contrôler. Elles les gardaient enfermées la plupart du temps. Elles ne sortaient que pour marcher dans le jardin, toujours accompagnées, toujours surveillées. Élise détestait cela. Elle se sentait prisonnière. Elle regardait par la fenêtre et rêvait de liberté, de vérité, de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer mais qu'elle cherchait désespérément. Blanche, elle, s'adaptait. Elle souriait aux officiers quand ils les croisaient. Elle faisait la révérence. Elle jouait le rôle de la parfaite jeune fille de bonne famille. Mais la nuit, elle aussi faisait des rêves étranges. Des rêves d'eau froide, de mains rugueuses, de chansons douces. Pendant ce temps, Lucienne continuait sa vie au couvent. Mais tout avait changé. Les religieuses devaient maintenant laver aussi le linge des soldats allemands. Des uniformes tachés de boue, des draps de camp. Et c'est Lucienne qui faisait ce travail, parce qu'elle était la meilleure, parce qu'elle ne parlait pas, parce qu'elle était invisible. Les sœurs lui avaient dit « Soyez prudente, Lucienne, ne regardez pas les soldats dans les yeux, ne répondez que si on vous pose une question. Et surtout, ne posez jamais de questions vous-même. » Lucienne avait hoché la tête. Elle savait comment être invisible. Elle l'avait été toute sa vie. Mais il y avait un problème. Pour livrer le linge propre, elle devait passer devant la maison de l'Orme, la maison où ses filles vivaient, la maison qui, pendant 11 ans, avait été une forteresse infranchissable. Et maintenant, cette forteresse avait des fissures. Les soldats allemands n'étaient pas de Saint-Clair. Ils ne connaissaient même pas l'histoire de Lucienne. Ils ne savaient même pas qu'elle était interdite d'approcher. Pour eux, elle n'était qu'une vieille lavandière avec des paniers trop lourds. Quelqu'un d'insignifiant. Quelqu'un qu'on ne remarque même pas. Et c'était exactement ce que Lucienne attendait. La première fois qu'elle est passée devant le portail avec son panier de linge, son cœur a failli s'arrêter. Elle a levé les yeux, juste une seconde, et elle a vu le jardin. L'endroit où ses filles jouaient, peut-être. L'endroit où elles respiraient le même air qu'elle. Si proche. À portée de voix. À portée de vue. Mais elle n'a rien vu ce jour-là. Juste le jardin vide. Les arbres. Les fleurs. Et ce portail en fer forgé qui séparait son monde du leur. Elle est rentrée au couvent et a pleuré pendant 3 heures. Sœur Marie-Thérèse l'a trouvée recroquevillée dans la buanderie, serrant son petit ruban blanc contre sa poitrine. La religieuse s'est assise à côté d'elle et a dit simplement « La patience est une forme de courage, mon enfant. » Lucienne a continué à passer devant la maison. Chaque semaine, parfois 2 fois par semaine quand il y avait beaucoup de linge. Et chaque fois, elle ralentissait le pas. Elle regardait à travers les barreaux du portail. Elle cherchait. Elle espérait. Les mois ont passé. 1941 est devenu 1942. L'occupation s'était installée dans une routine sinistre. La nourriture était rationnée. Les gens disparaissaient la nuit. La peur était partout. Mais Lucienne ne pensait qu'à une chose. Voir ses filles. Juste les voir. Juste s'assurer qu'elles allaient bien. Jules Marchand, le jardinier de la propriété de l'Orme, avait remarqué Lucienne. Il la voyait ralentir devant le portail. Il voyait son regard. Il voyait la douleur dans ses yeux. Et un jour, il a demandé à une autre lavandière « Qui est cette femme qui regarde toujours le jardin ?» La réponse l'a bouleversée. C'est la mère des jumelles, celle à qui on a pris ses enfants. Jules Marchand était un homme simple, un homme qui aimait les plantes plus que les gens. Mais il avait un cœur, et cette histoire l'a touché. Alors il a commencé à faire quelque chose de petit, mais significatif. Quand il voyait Lucienne passer, il s'arrangeait pour que les jumelles soient liées dans le jardin. Il leur disait « Allez prendre l'air, mesdemoiselles, le soleil est bon aujourd'hui. » Il ne leur disait pas pourquoi. Il ne pouvait pas. Mais il leur donnait cette chance, cette possibilité. Cette fenêtre dans le temps où une mère pourrait voir ses filles, même de loin, même à travers des barreaux de fer. Lucienne ne savait pas que Jules faisait cela exprès. Elle pensait que c'était le hasard. Un cadeau du destin. Mais petit à petit,
elle a commencé à voir ses filles. De loin d'abord. Puis un peu plus près quand elle osait s'arrêter quelques secondes. Élise avait tellement grandi. Elle avait maintenant 15 ans. Grande, mince, avec les mêmes cheveux blonds, mais plus longs, plus sophistiqués. Elle portait toujours ce petit ruban blanc dans ses cheveux, même après toutes ces années, même quand Madame Delorme lui proposait des rubans de soie, des barrettes en argent. Elle gardait celui-là, sans savoir pourquoi. Blanche, elle, était différente, plus souriante, plus confiante. Elle portait les vêtements que Madame Delorme choisissait. Elle parlait comme Madame Delorme lui avait appris. Elle était devenue une vraie Delorme, du moins en apparence. Un jour de mars 1942, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Lucienne passait devant le portail, comme d'habitude, quand elle a entendu une voix. Une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 11 ans mais qu'elle aurait reconnue n'importe où. « Blanche, attends-moi !» C'était Élise. Sa voix avait changé. Ce n'était plus la voix d'une petite fille. C'était la voix d'une jeune femme. Mais il y avait quelque chose dedans. Quelque chose de familier. Quelque chose qui a fait trembler Lucienne de la tête aux pieds. Elle s'est arrêtée. Elle n'aurait pas dû. C'était dangereux. Mais elle ne pouvait pas bouger. Ses jambes ne lui obéissaient plus. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser. Et puis elle les a vus, vraiment vus. Pas de loin, pas rapidement. Elle les a vus marcher dans le jardin, à moins de 10 mètres d'elle. Élise portait une robe bleue, Blanche une robe rose. Elles riaient. Elles étaient vivantes. Elles étaient belles. Elles étaient tout ce que Lucienne avait rêvé qu'elles deviennent. Mais elle ne la connaissait pas. Elle ne savait même pas qu'elle existait. Lucienne a senti ses yeux se remplir de larmes. Elle a serré les barreaux du portail si fort que ses jointures sont devenues blanches. Et elle a murmuré, si doucement que personne ne pouvait l'entendre. « Mes bébés, mes petites filles, je suis là, je suis toujours là. » Un soldat allemand a crié derrière elle. « Vous là, circulez, pas de traînage devant la propriété. » Lucienne a sursauté. Elle a ramassé son panier. Et elle est partie. Mais en partant, elle a jeté un dernier regard. Et elle a vu qu'Élise s'était retournée, qu'elle la regardait. Juste une seconde, juste un instant. Leurs regards se sont croisés. Élise a froncé les sourcils. Quelque chose dans ce visage lui semblait étrangement familier. Mais avant qu'elle puisse réfléchir, Blanche l'a appelée, et le moment est passé. Cette nuit-là, Lucienne n'a pas dormi. Elle était assise sur son lit dans la petite chambre que les religieuses lui donnaient, tenant son ruban blanc, et elle a pris une décision. Elle allait parler. La prochaine fois qu'elle verrait ses filles, elle allait leur parler. Peu importe les conséquences, peu importe le danger. Elle ne pouvait plus attendre. 11 ans, c'était assez. Elle allait leur dire. Pas tout. Pas « je suis votre mère », parce qu'elle ne la croirait pas, mais quelque chose. Quelque chose qui planterait une graine. Quelque chose qui, peut-être, un jour, les ferait se souvenir. Ce que Lucienne ne savait pas, c'est que Jules Marchand avait décidé quelque chose aussi. Il avait vu la façon dont Lucienne regardait les jumelles. Il avait vu l'amour dans ses yeux. L'amour pur, inconditionnel, éternel. Et il s'était dit, cette histoire mérite d'être préservée. Cette femme mérite d'être vue. Alors il avait ressorti son vieil appareil photo, celui qu'il utilisait pour photographier ses fleurs. Il l'avait nettoyé, préparé, et il avait décidé que la prochaine fois que Lucienne viendrait, il la photographierait, pour l'histoire, pour la mémoire, pour prouver que certains amours sont plus forts que la cruauté du monde. Le destin, parfois, conspire pour créer des moments parfaits, des moments où tout converge, où le passé rencontre le présent, où la douleur rencontre l'espoir, où une mère, après 11 ans de silence, trouve enfin sa voix. Et ce moment approchait, plus vite que Lucienne ne le pensait, plus magique et plus douloureux qu'elle ne pouvait l'imaginer. Ce moment serait immortalisé dans une photographie d'une femme devant un portail, une femme avec des larmes sur les joues,
Une femme qui regardait ses filles comme si elle les voyait pour la dernière fois. Parce que c'était peut-être la dernière fois. Le 14 mai 1942 était un jeudi. Un jour ordinaire qui deviendrait extraordinaire. Le ciel était d'un bleu éclatant. Les oiseaux chantaient dans les arbres du jardin de l'Orme. Et Lucienne Morel marchait vers son destin, avec un panier de linge propre sur la hanche. Elle ne savait pas que ce jour serait différent. Elle ne savait pas que Jules Marchand avait son appareil photo dans la poche. Elle ne savait pas qu'Élise et Blanche avaient décidé, ce matin-là, de désobéir à Madame Delorme et de sortir dans le jardin malgré l'interdiction. Tout ce que Lucienne savait, c'est que ses mains tremblaient, que son cœur battait trop vite, que quelque chose dans l'air lui disait que ce jour était important, crucial, peut-être le dernier. Elle est arrivée devant le portail à 15h27 exactement. Jules Marchand le notera plus tard dans son journal. 15h27. Le moment où tout a basculé. Les jumelles étaient là, assises sur un banc de pierre près des rosiers. Élise lisait un livre. Blanche tressait une couronne de fleurs. Elle portait des robes légères, blanches avec des broderies bleues. Leurs cheveux brillaient au soleil. Elle ressemblait à un tableau, à un rêve, à tout ce qu'une mère pourrait souhaiter voir. Lucienne s'est arrêtée. Elle a posé son panier. Et elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire. Elle a appelé. Pas fort. Juste un murmure qui portait 11 ans de silence. Élise. Le prénom a flotté dans l'air comme une plume. Doux, fragile, chargé de tant d'amour qu'il semblait impossible qu'il ne soit pas entendu. Élise a levé la tête. Elle a regardé autour d'elle, confuse. Puis son regard est tombé sur Lucienne. Sur cette femme en fichu, aux mains rouges, qui l'a fixée avec des yeux remplis de larmes. Quelque chose s'est passé à ce moment-là. Quelque chose d'inexplicable. Élise s'est levée. Lentement, comme attirée par une force invisible, elle a marché vers le portail, vers cette femme inconnue qui pleurait en la regardant. « Madame », a-t-elle dit doucement, « pourquoi pleurez-vous » Lucienne a essayé de parler mais aucun son ne sortait. 11 ans de mots coincés dans sa gorge. 11 ans de « je t'aime », de « tu me manques », de « je suis désolée ». Comment résumer tout ça en une phrase? Comment expliquer l'inexplicable? Blanche s'était levée aussi. Elle observait de plus loin, méfiante. Mais elle était curieuse, parce qu'elle voyait quelque chose dans le visage de cette femme. Quelque chose qui ressemblait au rêve qu'elle faisait la nuit. « Madame », a répété Élise, maintenant tout près du portail. « Vous me connaissez ?» Lucienne a hoché la tête. Les larmes coulaient librement maintenant. Elle ne pouvait pas les arrêter. Elle ne voulait pas les arrêter. « Je te connais depuis le jour où tu es née », a-t-elle murmuré. « Je connais la petite tache de naissance sur ton épaule gauche. Je connais la façon dont tu ris quand tu es vraiment heureuse, pas quand tu fais semblant. Je connais la chanson que tu fredonnais quand tu avais 3 ans. » Élise a pâli. Comment cette femme pouvait-elle savoir ces choses? Madame Delorme ne les connaissait même pas. Personne ne les connaissait. « Qui êtes-vous » a-t-elle demandé, sa voix tremblant légèrement. Lucienne a touché les barreaux du portail. Ces barreaux qui les séparaient, ces barreaux qui symbolisaient tout ce qui n'allait pas dans ce monde. La richesse d'un côté, la pauvreté de l'autre, le pouvoir d'un côté, l'impuissance de l'autre. « Je suis quelqu'un qui t'a aimé avant que tu saches ce qu'était l'amour », a-t-elle dit. « Je suis quelqu'un qui a compté tes premiers pas, qui a chanté pour t'endormir, qui a... » « Vous mentez » a coupé Blanche, s'approchant enfin. « Notre mère était une domestique morte il y a longtemps. Madame Delorme nous l'a dit. » Lucienne a souri tristement. « Je ne suis pas morte. Je suis là. J'ai toujours été là, juste de l'autre côté de ce portail, à attendre. » Élise a touché le ruban dans ses cheveux, ce petit ruban blanc qu'elle ne pouvait jamais jeter. Et soudain, un souvenir est remonté. Pas un souvenir visuel, un souvenir de sensation. Des mains douces attachant ce ruban. Une voix chantant une chanson sur le vent. « Le vent », a-t-elle murmuré. « Vous avez dit quelque chose sur le vent. » Lucienne a souri à travers ses larmes. « Le vent ramène toujours ce qu'on aime. C'est ce que je te chantais.
tous les soirs, avant de dormir. Élise a porté la main à sa bouche. Ses yeux se sont remplis de larmes. Parce que cette chanson, elle la connaissait. Elle la fredonnait depuis toujours sans savoir d'où elle venait. Elle pensait l'avoir inventée. Mais non. Quelqu'un la lui avait apprise. Cette femme devant le portail. « C'est impossible », a dit Blanche, mais sa voix manquait de conviction. « C'est la vérité », a répondu Lucienne. « Et si vous regardez bien, vous verrez que le ruban qu'Élise porte est identique à celui-ci. » Elle a sorti de sa poche le petit ruban blanc qu'elle gardait depuis 11 ans. Le jumeau de ceux qu'elle avait laissés. Elle l'a tenu contre les barreaux. Élise l'a comparé au sien, le même tissu, la même largeur, la même déchirure sur le bord. Impossible que ce soit une coïncidence. « Pourquoi ?» a demandé Élise, sa voix brisée. « Pourquoi nous avoir abandonnés ?» Ces mots ont frappé Lucienne comme un coup de poignard. « Je ne vous ai pas abandonné, » a-t-elle dit, sa voix forte maintenant, ferme. « On vous a prise, quand j'étais malade, quand je ne pouvais pas me défendre. On vous a volés à moi. Et quand j'ai essayé de vous récupérer, on m'a menacé. On m'a dit que je finirais à l'asile. Alors j'ai attendu. J'ai travaillé. J'ai espéré. Et maintenant, je suis là. » Blanche pleurait maintenant aussi. Parce qu'au fond d'elle, elle savait. Elle avait toujours su que quelque chose n'allait pas. Que Madame Delorme les aimait, oui, mais d'un amour possessif, contrôlant. Pas comme l'amour qu'elle voyait dans les yeux de cette femme. Cet amour pur, sans condition, qui demandait rien en retour. Jules Marchand observait de loin. Il avait sorti son appareil photo. Il savait que ce moment était unique, précieux, impossible à reproduire. Il a levé l'objectif. Il a attendu le moment parfait. Et ce moment est arrivé. Lucienne a tendu la main à travers les barreaux. Élise a tendu la sienne. Leurs doigts se sont presque touchés. Presque. Mais pas tout à fait. Parce que même maintenant, même après 11 ans, même dans ce moment de reconnaissance, il y avait encore ce portail, cette barrière, cette distance infranchissable. C'est à ce moment précis que Jules a pris la photo. Le déclic de l'appareil a capturé Lucienne, les larmes sur ses joues, la main tendue, le sourire triste, et dans l'arrière-plan flou, on pouvait voir les silhouettes de 2 jeunes filles. « Je dois y aller », a dit Lucienne, entendant des pas de soldats approcher. « Mais souvenez-vous de ceci. Je vous ai aimé. Je vous aime. Je vous aimerai toujours. Même si je ne vous revois jamais. Même si vous m'oubliez. Mon amour existera toujours. Dans le vent. Dans l'air que vous respirez. Dans chaque battement de votre cœur. »« Attendez !» a crié Élise. « Comment vous appelez-vous » Lucienne a souri. « Lucienne Morel. Et vous êtes Élise Marie Morel et Blanche Anne Morel. Ce sont les noms que je vous ai donnés, les noms que personne ne pourra jamais effacer. Parce que vous êtes mes filles, mes précieuses filles, et rien ni personne ne changera jamais ça. » Un officier allemand est apparu au coin de la maison. « Vous là, partez immédiatement, c'est une propriété militaire. » Lucienne a ramassé son panier, mais avant de partir, elle a dit une dernière chose. Une phrase qu'Élise n'oublierait jamais. « Le vent portera mon nom, et un jour, vous comprendrez tout. » Elle est partie, sans se retourner. Parce que si elle se retournait, elle ne pourrait pas partir. Et elle devait partir. Pour leur sécurité. Pour sa sécurité. Élise et Blanche sont restées devant le portail, figées. Leur vie venait de basculer. Tout ce qu'elles croyaient savoir était faux. Tout ce qu'on leur avait dit était un mensonge. Elles n'étaient pas orphelines. Leur mère était vivante. Et elle les avait cherchées pendant 11 ans. Ce soir-là, Madame Delorme a remarqué que quelque chose n'allait pas. Les filles étaient silencieuses au dîner. Élise touchait constamment son ruban. Blanche regardait dans le vide. « Que se passe-t-il » a demandé Madame Delorme, suspicieuse. « Rien » a menti Élise. Mais dans sa tête, tout avait changé. Elle savait maintenant.
Et cette connaissance était à la fois une libération et une prison. Parce que même en sachant la vérité, que pouvaient-elles faire? Elles étaient mineures. Légalement, elles appartenaient aux Delorme. Et dans une France occupée par les nazis, la justice n'existait pas pour des filles comme elles. Mais la vérité, une fois connue, ne peut plus être ignorée. Elle grandit, elle se développe. Elle attend son moment. Et ce moment viendrait. Des années plus tard, quand la guerre serait finie, quand les Delorme seraient partis, quand une photographie serait découverte, et quand le vent, comme promis, ramènerait le nom de Lucienne Morel à la vie. Lucienne Morel n'est jamais revenue au portail. Après ce jour de mai 1942, elle a disparu. Les registres du couvent montrent que sœur Marie-Thérèse a noté son départ en juin 1942, avec une simple phrase « Lucienne est partie chercher la paix. Que Dieu la garde ». Personne ne sait exactement où elle est allée. Certaines lavandières racontaient qu'elle était partie vers le sud, vers la mer, là où le vent souffle toujours. D'autres disaient qu'elle était restée près du Loir, son endroit préféré, jusqu'à la fin. Mais une chose était certaine. Après avoir vu ses filles, après leur avoir dit la vérité, Lucienne n'avait plus rien à attendre. Sa mission était accomplie. Son amour était transmis. Son nom serait porté par le vent, comme elle l'avait promis. Les dernières personnes à l'avoir vue disent qu'elle souriait. Un sourire paisible. Le sourire de quelqu'un qui a enfin posé un fardeau trop lourd. Elle portait toujours son ruban blanc. Et dans sa poche, elle avait écrit quelque chose sur un bout de papier. Quelque chose qu'elle voulait laisser derrière elle. Pendant ce temps, à la maison de Lorme, la vie continuait, mais rien n'était plus pareil. Élise avait changé. Elle ne parlait presque plus. Elle passait des heures à regarder par la fenêtre, vers le portail, espérant voir cette femme revenir. Blanche essayait de continuer normalement, mais les rêves étaient devenus plus intenses. Elle voyait maintenant clairement le visage de Lucienne. Elle entendait sa voix. Madame Delorme sentait que quelque chose s'était passé, mais les filles ne parlaient pas. Elles gardaient ce secret comme un trésor précieux. Un secret qui les reliait à leur vraie mère. Un secret qui donnait un sens à toutes ces années de vide inexplicable. La guerre a continué. Les années ont passé. Et en 1945, quand la France a été libérée, la propriété Delorme était en ruine. Les soldats allemands étaient partis. Monsieur Delorme était mort d'une crise cardiaque pendant l'occupation. Et Madame Delorme, brisée et vieillie, n'avait plus la force de contrôler ses filles. Élise avait maintenant 18 ans. Elle était légalement libre. Et la première chose qu'elle a faite, c'est chercher Lucienne Morel. Elle a demandé aux lavandières, aux religieuses du couvent, au père Augustin. Mais personne n'avait de réponse précise. Lucienne était partie, peut-être morte, peut-être vivante quelque part, sous un autre nom. Les recherches ont duré des mois. Élise a consulté les registres de décès, les hôpitaux, les asiles. Rien. C'était comme si Lucienne s'était évaporée. Comme si elle était devenue le vent qu'elle avait tant de fois invoqué. Blanche, elle, a choisi une voie différente. Elle s'est mariée en 1947 avec un homme de Lyon. Un homme bon qui ne posait pas trop de questions. Elle a déménagé loin de Saint-Clair-sur-Loire. Loin des souvenirs. Loin de la douleur. Mais elle a gardé son ruban blanc. Toujours. Et quand sa propre fille est née, elle l'a appelée Lucienne, sans expliquer pourquoi à son mari, juste parce qu'elle devait le faire. Élise n'a jamais quitté Saint-Clair. Elle a racheté une petite maison près du Loir, là où les lavandières travaillaient autrefois. Et elle a passé sa vie à recueillir des histoires. Les histoires des femmes qui avaient connu Lucienne, leurs témoignages, leurs souvenirs. Elle les écrivait tous, méticuleusement, comme si elle construisait un monument de papier pour sa mère. Elle ne s'est jamais mariée. Quand les gens lui demandaient oui pourquoi, elle répondait simplement « J'attends quelque chose ». Elle ne savait pas quoi exactement. Un signe, une preuve, quelque chose qui lui dirait que tout cela avait été réel, que cette rencontre au portail n'avait pas été un rêve. Et puis, un jour de 1961,
19 ans après le jour au portail, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La propriété Delorme était abandonnée depuis des années. Madame Delorme était morte en 1955, seule et amère. La maison tombait en ruine. Et Élise, maintenant âgée de 34 ans, avait décidé de nettoyer le grenier, de faire le tri, de fermer ce chapitre de sa vie. C'est là, dans une boîte poussiéreuse marquée « Jules Marchand, effet personnel », qu'elle a trouvé la photographie. Au début, elle ne comprenait pas ce qu'elle regardait. Une femme devant un portail. Un visage marqué par la vie. Des mains tendues. Et puis elle a vu les détails. Le fichu. Les yeux. Cette expression de douleur et d'amour mélangés. C'était elle. Lucienne. Le jour où elle s'était parlé au portail. Élise a retourné la photo avec des mains tremblantes. Et au dos, écrite d'une main incertaine mais déterminée, il y avait une phrase en français. Elles m'ont été prises, mais le vent portera encore mon nom. Élise s'est effondrée sur le sol du grenier. Elle a serré la photo contre son cœur, et elle a pleuré. Pas de tristesse cette fois, de libération. Parce que cette photo était la preuve que ce jour avait été réel, la preuve que Lucienne avait existé, la preuve que l'amour qu'elle avait vu dans ses yeux n'était pas une invention. Elle a immédiatement contacté Blanche à Lyon. « J'ai trouvé quelque chose », a-t-elle dit au téléphone, sa voix brisée par l'émotion. « J'ai trouvé maman. » Blanche est venue le lendemain, et quand elle a vu la photo, quand elle a lu la phrase au dos, elle a compris. Compris que Lucienne n'avait jamais abandonné, qu'elle avait porté leur amour jusqu'au bout, qu'elle avait trouvé un moyen de laisser une trace, un message, un héritage. Les deux sœurs ont décidé de chercher encore. Elles ont trouvé le journal de Jules Marchand. Elles ont trouvé les registres paroissiaux du père Augustin. Elles ont trouvé les témoignages des lavandières que Élise avait collectés. Et petit à petit, l'histoire complète de Lucienne Morel s'est révélée. Une histoire de courage silencieux, d'attente patiente, d'amour inconditionnel. Une histoire qui méritait d'être racontée. Une histoire qui méritait de survivre. Élise a gardé la photographie. Elle l'a encadrée et placée au-dessus de la cheminée de sa petite maison. Et chaque jour, elle la regardait et disait « Merci maman. Merci d'avoir attendu. Merci d'avoir aimé. Merci d'avoir porté notre nom dans le vent. » La photo n'est jamais allée dans un musée. Élise ne voulait pas. Ce n'était pas une pièce d'histoire à exposer. C'était quelque chose de personnel, de sacré, de familial. Elle appartenait à Lucienne, à Élise, à Blanche et à la petite Lucienne, la fille de Blanche, qui grandirait en entendant l'histoire de son arrière-grand-mère. Quand Élise est morte en 1989, à l'âge de 62 ans, elle a laissé la photo à sa nièce, la jeune Lucienne. Et dans son testament, elle avait écrit « Cette photo n'est pas qu'une image. C'est la preuve que l'amour maternel est plus fort que toute injustice. C'est la preuve que même quand tout semble perdu, l'espoir peut survivre. C'est la preuve que nos noms, portés par le vent, ne meurent jamais vraiment. » La jeune Lucienne, maintenant une femme de 45 ans, garde encore cette photo aujourd'hui. Elle l'a montrée à ses propres enfants. Elle leur a raconté l'histoire. L'histoire de leur arrière-arrière-grand-mère qui a refusé d'abandonner. Qui a transformé 11 ans de douleur en un moment d'amour éternel. Qui a prouvé que même les plus invisibles, même les plus pauvres, même les plus brisés, peuvent laisser un héritage qui traverse les générations. Et parfois, quand le vent souffle à travers les fenêtres de sa maison, la jeune Lucienne ferme les yeux et elle jure qu'elle peut entendre une voix. Une voix douce qui chante une chanson sur le vent qui ramène toujours ce qu'on aime. C'est ça, le vrai miracle de Lucienne Morel. Elle n'a pas récupéré ses filles de son vivant. Elle n'a pas eu la justice qu'elle méritait. Elle n'a pas eu les retrouvailles qu'elle espérait. Mais elle a gagné quelque chose de plus puissant. Elle a gagné l'immortalité. Pas dans les livres d'histoire, pas dans les musées, mais dans le cœur de ses descendantes. Dans chaque femme qui porte son nom, dans chaque histoire racontée au coin du feu. Son nom n'a pas été effacé. Il a été porté par le vent,
comme elle l'avait promis. Et aujourd'hui encore, plus de 80 ans après ce jour de mai 1942, on se souvient de Lucienne Morel. Pas comme une victime, pas comme une pauvre lavandière, mais comme une mère dont l'amour était si fort qu'il a transcendé la mort elle-même. Parce que c'est ça, le vrai pouvoir de l'amour maternel. Il ne meurt jamais, même quand le corps se fatigue, même quand le monde est cruel, même quand tout semble perdu. L'amour continue. Il se transforme. Il devient vent. Il devient histoire. Il devient héritage. Et la leçon de Lucienne Morel est simple mais profonde. Nous ne sommes pas définis par ce que le monde nous prend, mais par ce que nous refusons d'abandonner. Elle a perdu ses filles, mais elle n'a jamais perdu son amour. Et cet amour, finalement, a été plus fort que tous les portails en fer du monde. Voilà pourquoi cette photographie existe. Voilà pourquoi cette histoire mérite d'être racontée. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, quand quelqu'un regarde cette image d'une femme devant un portail, il voit plus qu'une scène ordinaire. Il voit la dignité dans la défaite. Il voit l'espoir dans le désespoir. Il voit l'amour qui refuse de mourir. Et peut-être, juste peut-être, quand le vent souffle un peu plus fort, on peut encore entendre Lucienne Morel chanter pour ses filles. Une chanson sur le vent qui ramène toujours ce qu'on aime. Toujours. Parfois, les histoires les plus déchirantes ne se terminent pas par des retrouvailles, mais par une trace laissée dans le vent. Celle de Lucienne Morel nous rappelle que même quand la justice échoue, l'amour d'une mère peut traverser le temps, les murs et la mémoire. C'est une histoire fictionnelle, mais inspirée des vérités silencieuses de tant de femmes oubliées, de tant de mères qu'on a privées de leurs enfants et qui ont continué à aimer malgré tout. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Lucienne? Auriez-vous eu la force d'attendre toutes ces années? Pensez-vous que le vent peut vraiment ramener ce qu'on aime? Ou que certains amours sont faits pour survivre au silence? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez le mot « vent » dans les commentaires, pour rappeler que certaines promesses voyagent encore à travers le temps. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous écoutez. Vos histoires et vos racines comptent. Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires une histoire de vos grands-parents ou de vos ancêtres, un souvenir, une photo, une légende familiale, qui pourrait inspirer une prochaine histoire sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, laissez un like, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore en la force de l'amour et du souvenir. Et surtout, cliquez sur la vidéo suivante. Une nouvelle histoire vous attend, aussi poignante, aussi humaine.